Donc, Jean-Philippe Point est professeur de psychologie à l'Université Concordia. Et ben, je vais lui laisser la parole sur ce. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter des travaux que nous avons effectués, en fait, basés sur un PRSS où nous avons développé une intervention diadique en ligne pour les couples âgés obèses pour travailler l'alimentation et l'activité physique. Alors, vous allez voir que ces facteurs-là, en fait, l'idée, c'est de voir quelle serait la pertinence d'adopter une approche diadique où on travaille avec les couples qui cohabitent ensemble pour changer ses habitudes de vie? Alors, pourquoi est-ce qu'il serait important de travailler avec les couples, le contexte social proximal dans lequel ces comportements de santé-là surviennent? Il faut comprendre que les couples ont tendance à être interdépendants au niveau de l'activité physique et de l'alimentation. C'est-à-dire que chacun des partenaires va co-créer un environnement qui va promouvoir ces comportements-là de façon différente. Il y a différents types d'influences. Il y a des influences qui sont non intentionnelles, c'est-à-dire que, par exemple, les deux membres du couple vont vivre la même exposition aux stresseurs communs, ils vont vivre dans le même quartier, ils vont avoir accès à des ressources économiques similaires, mais aussi ils vont partager des routines quotidiennes au niveau de l'alimentation, par exemple, de prendre le déjeuner, la fréquence de regarder la télévision, et ils vont co-créer un environnement alimentaire à la maison. Donc, par exemple, lorsque l'épicerie qui va être faite va être partagée entre les deux membres du conjoint. En plus de ces influences-là qui sont non intentionnelles, il y a des influences qui sont plus intentionnelles. Puis on sait qu'en fait, parmi les couples, il y a 95% des couples qui vont dire qu'ils vont essayer de changer leur partenaire, les comportements de santé de leur partenaire au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. C'est les deux cibles de changement les plus importantes. Donc, étant donné ce contexte-là d'interdépendance, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une concordance des couples au niveau de ces comportements-là de santé. Cette concordance-là peut être due au niveau de la sélection initiale. Donc, les gens vont avoir tendance, c'est ce qu'on appelle le assortative mating, les gens vont avoir tendance à choisir un partenaire qui va avoir des caractéristiques similaires au niveau des comportements de santé, au niveau des valeurs par rapport à la santé. Mais au-delà de cette concordance initiale, il y a beaucoup de données qui vont dire que les couples vont converger dans le temps au niveau de leurs habitudes de vie. Donc, par exemple, dans une étude qui a étudié les gens pré-cohabitation jusqu'à 4 ans durant la cohabitation, on voit que la qualité de la diète du partenaire va influencer la qualité de notre diète de 4 ans plus tard. Dans les études chez les personnes âgées, les études longitudinales anglaises, on voit que il y a un des partenaires qui fait un changement de comportement positif au niveau de ses habitudes de vie, l'autre partenaire a une plus grande chance de faire ce même changement-là dans l'année qui vient. Et puis, dans les études plus d'essais cliniques randomisés, on voit qu'il y a souvent ce qu'on appelle un ripple effect des interventions de perte de poids. Donc, lorsqu'il y a un des partenaires qui va faire partie de l'intervention de perte de poids, l'autre partenaire qui ne fait pas partie de la même intervention va quand même perdre du poids et avoir un changement au niveau de l'alimentation. Alors, si on regarde ici, c'est une étude hollandaise qui regarde les risques facteurs pour les diabètes de type 2, autant chez les hommes et les femmes mariées. Puis ce que je veux vous pointer, puis ce qu'on voit, c'est la taille d'effet de la concordance pour les hommes, ici en bleu, et les femmes de l'autre côté. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour les hommes, la qualité de la diète, puis là, je parle en termes de couples hétérosexuels, mais on voit les mêmes patterns chez les couples homosexuels, mais en fait, on voit que chez les hommes, la qualité de la diète de la femme va influencer leur alimentation, suivi du temps passé à l'activité physique à haute intensité, à faible intensité, le tour de taille, une mesure d'insuline résistance, le pourcentage de gras, l'indice de masse corporelle et l'énergie, l'apport quotidien calorique, donc chez les hommes. Donc, on voit que c'est tous ces facteurs-là de style de vie qui vont avoir
tendance à être fortement corrélée entre les couples. Et puis par la suite, lorsqu'on regarde au niveau des facteurs physiologiques, la concordance, elle est présente, mais moins forte. Et puis, chez les femmes, on voit un profil similaire, mais avec un rang un petit peu différent entre les différents styles de vie. Donc, dans une étude longitudinale de 25 ans, on remarque que les conjoints vont avoir tendance à avoir une trajectoire de changement de l'indice de masse corporelle qui est similaire. Par exemple, euh, une augmentation d'un point de l'indice de masse corporelle chez l'homme va être associée à une augmentation de 0,15 de l'indice de masse corporelle chez la femme. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque les couples sont concordants au niveau de leur diète, c'est qu'il va avoir un effet encore plus élevé. Donc, le changement d'indice de masse corporelle chez un partenaire va avoir un effet encore plus grand chez l'autre. Et particulièrement chez les couples âgés, ici, on voit l'effet aussi au niveau de l'âge qui est plus prononcé chez les personnes âgées. Alors, quelles sont les implications pour la santé? Par exemple, le risque de diabète. Si on a un partenaire qui a le diabète, notre risque de diabète de type 2, l'incidence est presque doublée, en fait, dans le temps, sur les études de cohorte. Donc, je pense qu'intuitivement, ça, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est des choses qui vous font quand même du sens. Alors, si on regarde ici, dans cette étude-là, c'est une étude coréenne de 6000 couples, en fait, une étude populationnelle représentative de la population de Corée. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de clarifier des couples en disant est-ce qu'ils sont concordants en fonction des facteurs de risque positifs, négatifs ou ils sont non concordants. Là où je veux porter votre attention, c'est les barres oranges. En fait, ici, c'est la concordance dans les facteurs de risque négatifs. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est que environ 30% des couples vont être concordants au niveau des facteurs de risque négatifs, comme l'hypertension, euh, le manque l'inactivité physique, l'indice de masse corporelle, la diète ici, un peu moins pour la glucose et chez les Coréens, moins pour la cigarette. Mais on voit que de façon générale, pour la plupart de ces facteurs-là, environ 30% des couples vont être concordants au niveau de ces risques facteurs. Quelle est l'implication clinique? Alors, lorsqu'on voit, par exemple, un patient obèse dans la clinique, ça veut dire que environ 30%, 1 sur 3 de nos patients obèses va avoir un conjoint, une conjointe qui est obèse aussi. Et malgré ça, la plupart de nos interventions vont cibler seulement le patient et non l'environnement, le contexte social dans lequel cela survient. Alors, quels seraient les avantages potentiels d'adopter une vision plus dyadique de ces comportements de santé-là? Alors, c'est l'idée de traiter les deux partenaires en même temps et peut-être de travailler le risque partagé associé au style de vie, d'une part. Puis, on voit que les interventions dans lesquelles les deux partenaires sont impliqués, les deux partenaires sont capables d'amener des changements similaires au niveau de leurs habitudes de vie. Il y a certaines évidences qui suggèrent que ces interventions dyadiques-là sont en fait plus efficaces lorsqu'on regarde au niveau de l'activité physique. Les interventions dyadiques sont tendance à amener un plus grand changement au niveau de l'activité physique. Et puis, il y a certaines évidences, mais il y a juste beaucoup moins d'études, qu'il y aura un meilleur maintien de ces changements-là des habitudes de vie dans le temps. Par contre, amener un partenaire amoureux dans l'intervention implique aussi des enjeux qui sont uniques parce que ces changements-là au niveau des habitudes de vie, ça peut activer des enjeux relationnels qui sont importants, notamment à cause des conflits liés aux valeurs et aux buts. Par exemple, lorsqu'on parle de changement de l'alimentation, changement de la quantité d'alcool qui va être consommée, la quantité de télévision qu'on va regarder, du type d'activité qu'on va faire les fins de semaine, si c'est des activités plutôt sédentaires, plutôt actives. Euh, Puis on sait aussi que les stratégies de contrôle social, donc les tactiques que les gens vont utiliser pour essayer de changer le comportement de leur conjoint,
peuvent avoir des effets paradoxaux. Donc, au lieu de les amener à changer plus, ça va amener ce qu'on appelle la réactance comportementale. Donc, de façon générale, ce qu'on voit, c'est que les stratégies de contrôle social positif sont d'encourager, de faire du modeling avec notre conjoint, peuvent avoir un petit effet positif sur le changement des comportements de santé, tandis que les stratégies de comportement négatifs comme critiquer, surveiller ce que le partenaire fait, ou les faire sentir coupables, par exemple, de manger du dessert ou de trop manger, de ne pas faire de l'exercice. Généralement, c'est des stratégies qui sont non efficaces. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte relationnel dans lequel ces stratégies-là surviennent vont influencer beaucoup l'effet de ces stratégies. Donc ici, c'est une éthique où dans le fond, ils regardaient les stratégies de contrôle social, puis l'efficacité de ces stratégies de contrôle social, là, dépendant vraiment de la qualité de la relation. Donc, dans le contexte d'une bonne relation, c'était quelque chose qui pouvait être aidant, mais dans le contexte d'une relation où les gens étaient déjà un peu insatisfaits, il semblait y avoir plus de réactance et une efficacité diminuée à ces stratégies-là. Et puis même quand les stratégies de soutien social sont positives et sont perçues comme étant positives, elles peuvent avoir un effet négatif sur le sentiment d'auto-efficacité de la personne. Donc, que les deux partenaires, par exemple, se sentent bien engagés dans le processus de changement de ces comportements-là de santé afin qu'ils puissent les maintenir dans le temps. Et, euh, et puis, le dernier point à considérer lorsqu'on essaie de faire des changements d'habitude de vie auprès des couples, c'est le concept qui a été nommé la concordance euh, euh, système syndrome. C'est-à-dire que pour certains couples, les comportements de santé au niveau de l'alimentation, au niveau de, par exemple, de regarder la télévision, vont avoir une fonction de rapprochement ou d'affection au sein des couples. Donc, c'est là où les couples vont en fait partager des émotions positives, par exemple en allant au restaurant, en mangeant un différent type de nourriture. Alors, il faut voir quelle serait la fonction de ces comportements, la fonction relationnelle de ces comportements-là au sein des couples, pour pouvoir la substituer. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est d'avoir une approche de coping communal ou dyadique qui peut nous aider à aider les couples à faire ces changements-là sans amener à mieux gérer les enjeux relationnels qui vont être associés à ces changements-là. Alors, l'idée de cette stratégie-là, c'est d'une part d'amener les couples à comprendre comment est-ce qu'ils vont s'influencer de façon intentionnelle et non intentionnelle, de les aider à identifier donc, quels sont leurs buts et leurs visions partagées? Quel type de style de vie est-ce qu'ils veulent avoir dans le futur? Ça, c'est très important, par exemple, si on parle au passage à la retraite, par exemple. Comment est-ce qu'ils veulent passer leur temps ensemble? Et puis, de voir par la suite, c'est comment est-ce qu'ils vont voir une responsabilité partagée pour s'assurer qu'ils vont se comporter en fonction de leur but de cette vision-là. Et puis aussi, pour chacun des couples, on va leur demander de décider comment est-ce qu'ils veulent négocier leur propre indépendance au sein de ce contexte-là d'interdépendance. Donc, dans un contexte où ils vont s'influencer entre eux, est-ce qu'ils veulent faire, par exemple, l'activité physique ensemble ou de façon séparée? Ou ils vont juste créer des moments pour eux pour faire de l'activité physique. Puis ça, c'est là où on va vouloir promouvoir une approche de soutien à l'autonomie, où on va diminuer les comportements de contrôle social, puis on va l'adapter vraiment à la préférence de chacun des couples. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on a développé ces interventions-là de couple pour essayer d'optimiser leur efficacité. Et puis ça, c'est un PRSS qu'on avait obtenu en 2019 avant la COVID. Donc, évidemment, on se retrouve dans un contexte pandémique où les gens ont eu beaucoup moins d'opportunités pour faire de l'activité physique. On n'avait pas un accès direct aux participants. Alors, on a dû créer, dans le fond, convertir notre intervention en une intervention qui pouvait être offerte complètement en ligne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que durant la pandémie, il y a environ 48% de la population qui a gagné du poids. Et on sait que les gens qui étaient sédentaires avant la pandémie étaient à plus grand risque, en fait, de gagner du poids au cours de la pandémie. Alors, ce qu'on a fait, c'est pris à un certain moment pour
repenser notre intervention, développer des outils offrir versus en Zoom, en fait, les séances de thérapie. Et pour le but de ce projet-là était de développer l'intervention, de tester son efficacité, sa faisabilité, puis d'estimer son effet sur les comportements alimentaires, l'activité physique et le poids. Et pour cette étude-là spécifiquement, à cause qu'on est intéressé à regarder l'effet de l'intervention diadique en tant que telle, on a utilisé comme groupe contrôle une intervention de nutrition, d'éducation nutrition avec une diététicienne, en fait, qui offrait une éducation pour aider les participants à changer leur alimentation en lien avec le guide alimentaire canadien. Et puis, c'était fait en couple. Et la raison pourquoi on voulait avoir un groupe contrôle de couple, c'est qu'on voulait voir est-ce que toutes les stratégies diadiques qu'on a utilisées dans notre intervention vont aussi influencer, vont changer le comportement de santé, plus que juste de participer à l'intervention avec son conjoint, en fait, qui peut activer les processus de soutien social de façon naturelle. Donc, les couples étaient randomisés soit à l'intervention diadique qu'on a développée, l'intervention qu'on dit comportementale, ou l'intervention d'éducation nutritionnelle. C'est une intervention de 10 séances au cours de 4 mois. Il y a une évaluation pré-traitement, post-traitement et un suivi 12 mois qu'on est en train de terminer ce mois-ci, en fait. Et puis, pour cette étude, on avait des couples où au moins un des partenaires devait être obèse et l'autre partenaire soit obèse, soit en surpoids, qui devait être âgé de 65 ans et plus, et il devait pouvoir participer à notre intervention via Zoom. Donc, qu'est-ce que l'intervention comprenait, en fait? D'une part, il y avait une intervention d'activité physique autoguidée sur le web qui a été développée par Mylène et son équipe, en fait, que les participants pouvaient accéder. Puis ça, c'est une intervention qui était accessible, en fait, aux deux groupes, autant au groupe nutrition qu'au groupe comportemental. En plus de ça, on avait une intervention de nutrition qui était, d'une part, donnée par le groupe comportemental. On passait très peu de temps juste de voir qu'est-ce que vous connaissez de ça, est-ce que vous avez des questions versus le groupe de nutrition où il passait, en fond, l'ensemble de la session à discuter ces contextes-là. Et puis, au niveau des comportements de changement des habitudes de vie, on utilise les stratégies qui sont utilisées dans le Diabetes Prevention Program, qui est en fait probablement l'intervention de modification des habitudes de vie qui a montré le plus d'effets. Donc, les interventions typiques sont l'entretien motivationnel, l'auto-enregistrement des comportements, le contrôle du stimulus, planifier des buts, et puis la résolution de problèmes et la prévention de la rechute. Donc, il était fait. Sauf que, dans ce contexte-ci, on avait vraiment une version diadique de ces stratégies-là qu'on discutait partie. Alors, voici un exemple de l'intervention web pour l'activité physique que les participants pouvaient se connecter, puis après ça, ils voyaient, dans le fond, ils pouvaient suivre une intervention d'une quinzaine de minutes qu'ils pouvaient faire à chaque jour. C'était un exemple d'éducation à la nutrition, puis on le fait vraiment dans une approche d'entretien motivationnel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter l'éducation aux participants. On va leur dire, par exemple, OK, dites-moi ce que vous connaissez sur les fibres. Et puis là, souvent, on commençait toujours par l'homme plutôt que la femme pour voir qu'est-ce que l'homme connaît. Ensuite, la femme. Puis ensuite, on leur dit, ajoute déjà. Donc, c'est vraiment un processus pour les engager dans l'éducation pour pas qu'on passe. C'est pas un style où on donne un cours, juste qu'on les aide. Et ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait une action précise de voir, OK, par exemple, les fibres, combien est-ce que j'en consomme par jour, qu'est-ce que je dois augmenter, qu'est-ce que je peux manger pour augmenter ma consommation de fibres. Et puis ça, c'est le groupe contrôle, comme je vous ai dit, qui était donné par une diététicienne. Donc, ce qu'il faisait, à chacune des évaluations, on a fait un journal alimentaire de 3 jours, de l'actigraphie,
des mesures anthropométriques et puis des questionnaires auto-rapportés qui regardaient le processus de changement de comportement. Donc, on a randomisé 36 couples. Alors, ce qu'on voit de façon générale, comment on s'attend, c'est qu'on a IMF en moyenne qui est obèse, avec un bon étendu. Et puis, au niveau de les différences entre les groupes, donc c'est sûr que c'est une étude pilote, donc ce que je vais essayer de mettre en place, c'est vraiment sur les tailles des faits entre les groupes. Le premier, c'est au niveau de le sentiment d'auto-efficacité par rapport à la gestion du poids. Donc ça va être de résister de manger, par exemple, pour manger si on va dans des restaurants, dans un contexte social, si il y a des tentations, par exemple, à la maison. Puis ce qu'on voit, c'est que le groupe comportemental a une augmentation plus élevée de ce sentiment d'auto-efficacité-là. Au niveau de la capacité perçue à manger de façon saine, donc en fonction du guide alimentaire canadien, on voit que les deux groupes ont eu une augmentation qui est une augmentation équivalente. Par contre, au niveau quotidien, on voit que le nutrition a une diminution plus importante que le groupe comportemental. Au niveau du changement auto-rapporté d'activité physique, on voit essentiellement que les deux groupes ont une augmentation, mais que l'augmentation est plus marquée pour le groupe comportemental. Puis, au niveau de l'actigraphie, on voit que ça, c'est marqué particulièrement pour l'activité physique, on va dire, à intensité modérée ou intense, qui a augmenté beaucoup plus, alors que le groupe contrôle de nutrition n'a pas augmenté. Et puis, lorsqu'on regarde au niveau du changement du poids, ben, c'est équivalent, en fait, pour les deux groupes, mais probablement à travers de mécanismes différents. Donc, réduction de l'apport calorique quotidien dans le groupe nutrition et plus d'activité physique dans le groupe activité physique. Donc, de façon générale, il semble que cette intervention-là ait été acceptable pour les deux groupes. Que de façon intéressante, notre groupe comportemental rapporte une plus grande auto-efficacité par rapport par exemple, à, à bien contrôler leur comportement alimentaire, mais lorsqu'on regarde au niveau des journaux quotidiens, c'est en fait le groupe nutrition qui a réduit leur rapport calorique quotidien de façon plus importante. Mais le groupe comportemental, c'est lui qui a augmenté l'activité physique de façon considérable. Et considérant qu'on est dans un contexte pandémique, qu'on était dans un contexte pandémique, ces résultats-là sont quand même très intéressants. Et puis, on a hâte de voir si ces changements-là vont être maintenus dans le temps. Alors, on fait nos derniers follow-up ce mois-ci, donc on devrait avoir une réponse bientôt. Et merci beaucoup pour le soutien financier pour ce projet. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans la dernière étude, on sait en fait que le risque de rechute en fait, est très élevé en fait chez les personnes qui vont avoir une réduction de l'apport calorique. Est-ce que, c'est sûr que vous bien finir la collègue, mais si on a un effet sur les comportements, si on est capable en fait, de changer la représentation, normalement, la forme qu'on voit dans le groupe comportemental, elle aura tendance à être plus durable. La fenêtre qu'on regarde ici n'est peut-être pas la bonne fenêtre au niveau des effets, c'est sûr que ça prend plus de temps. Mais est-ce que c'est ça ton hypothèse? Oui, c'est ça. En fait, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans les deux interventions, on ne disait pas aux participants de limiter leur rapport calorique quotidien en soi. Donc, c'était vraiment une intervention qui était centrée sur la qualité de la diète plutôt que sur la diminution de l'apport calorique quotidien. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans le fond, naturellement, le groupe nutrition a diminué cet apport-là. Peut-être via des substitutions, par exemple. Donc, le fait
mais c'est pas vu dans le groupe comportemental. Donc, je pense que ça va être à voir. Ce qui moi, m'a surpris, par contre, c'est que, là, je ne vous l'ai pas présenté, mais on n'a pas, par exemple, des changements au niveau des fibres, ce qu'on se serait attendu, parce qu'on met beaucoup l'emphase sur l'augmentation de fruits et légumes, en fait. Mais bon, dans quelques semaines, je pourrais vous en dire plus. Merci beaucoup, une très belle présentation. Moi, j'avais une curiosité par rapport à l'intervention avec l'activité physique. Parce que quand tu parlais d'intervention au niveau de la nutrition, tu disais on commence avec la personne qui en sait le moins, puis après ça, on s'en va pour s'assurer que les deux vont répondre. Par rapport à l'activité physique, j'ai dit que les deux sont au même niveau. Est-ce qu'il y avait un challenge similaire pour chacun? Est-ce que vous aviez des niveaux? Je sais pas. Mais, OK, alors, en fait, c'est une excellente question. Donc, je pense que ça met en évidence les enjeux d'offrir ces interventions-là de façon diadique. Donc, on sait que d'établir des buts qui sont personnalisés, c'est quelque chose qui est une stratégie efficace pour les changements de comportement de santé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on travaille avec des couples? Pour nous, de façon générale, dans l'intervention, il y avait toujours des buts individuels et un but de couple par semaine. Donc, les gens, ils vont choisir leur but individuel afin et à leur propre niveau, puis on leur dit qu'est-ce que vous voulez travailler ensemble cette semaine. Puis ce qu'on voit, c'est que on a un petit peu fait des essais de dire est-ce qu'on voulait un but de couple nutrition, un but d'exercice, puis on s'est rendu compte que c'était trop si on leur donne, mettons, deux buts de couple, puis des buts individuels en plus. Donc, il y avait chacun un but individuel nutrition, activité physique, puis un but de couple qui choisissait que ça pouvait être, en fait, nutrition, activité physique ou des fois communication entre les deux. Merci Jean-Philippe pour ta belle présentation. Moi, j'ai un commentaire ou une idée par rapport à ça. On sait que c'est une étude préliminaire qui va t'amener plus loin, mais qui montre que ton groupe d'intervention en psychologie ou changement de comportement augmente son niveau d'activité physique. Et juste pour rappel, en tout cas, c'est que l'IMC, pour moi, c'est vraiment pas des bons indicateurs de santé. Ça se trouve, ton groupe, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de la masse maigre, perdu de la masse grasse, il n'a pas changé son poids, mais son poids santé, pour les conséquences à moyen long terme, est certainement meilleur. Donc, c'est sûr qu'on était en pandémie, pas de balance corporelle qu'on pouvait faire malgré nos rêves, mais à moyen long terme, il faut aussi penser que ce poids-là, ce IMC-là, c'est un mauvais indicateur de qui on est, surtout quand on fait l'activité physique. Parce que normalement, le véganisme, l'autre partie, c'est qu'une diète qui te fait perdre beaucoup trop de poids en termes de calories. C'est connu que ça fait perdre du muscle en premier et non du gras. Donc, avec ces deux pendants-là qu'on connaît de la littérature, je pense que tes résultats sont extraordinaires pour aller plus loin. Et je t'encourage à mettre de l'avant ça parce que l'IMC, il faut arrêter de les garder comme des indicateurs de santé, malheureusement. Puis je pense que, là, je ne l'ai peut-être pas dit de façon claire, là, mais c'est un 15 minutes quotidien d'activité physique modérée et vigoureuse. Donc, c'est quand même une augmentation qui est considérable, surtout dans le contexte dans lequel la pandémie a été. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai un conjoint qui est psychologue clinicien qui va adorer entendre parler de ça ce soir. Il déplore toujours qu'on ne prend jamais en compte dans nos études cognitives, les aspects plus émotionnels, relationnels. Est-ce que vous pensez qu'offrir un suivi psychologique en plus, comme pour le couple ou pour l'individu, ça aiderait à maximiser les bénéfices de l'intervention? Je pense que dans certains contextes, c'est approprié, mais je pense pas que ça c'est approprié pour tous les couples. En fait, de la façon dont nous, on va aborder ces concepts-là au sein de l'intervention, mais je dois vous dire qu'il y a beaucoup de participants, surtout chez les hommes, qui n'ont pas vraiment le goût de parler de ça. Mais on le fait de façon détournée parce qu'on va leur dire, mais comment est-ce que vous voulez passer vos vendredis soirs ensemble? Comment est-ce que vous voulez passer la fin de semaine? Comment est-ce que vous décidez qu'est-ce que vous achetez? Ou, par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, de l'influence intentionnelle, c'est de dire, mais si vous n'aimez pas un plat, si vous ne voulez pas manger quelque chose, comment est-ce que vous l'exprimez directement ou indirectement? Donc, on utilise vraiment le changement de comportement de santé pour aller faire notre intervention psychologique un petit peu de façon détournée pour que ça soit plus
acceptable pour les gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces couples-là qui n'auraient pas voulu faire une thérapie de couple. C'est pas le but non plus, mais je pense que pour rendre l'intervention plus accessible, il faut un petit peu, dans notre contexte culturel, enlever l'emphase cet aspect-là. Intéressant, encore intéressant. Je me demandais, des fois, on voit des personnes âgées qui vivent avec des familles. Est-ce que là, tu parlais d'une diade, d'un couple, mais est-ce que tu penses que cette approche-là pourrait aussi être utile dans des cas où il y a d'autres types de couples ou de groupes? Tout à fait, tout à fait. Écoute, parents-enfants, ça c'est clair que c'est en fait des enjeux qui sont similaires. Je pense que c'est quand il y a un contexte d'interdépendance où les gens vont s'influencer entre eux de façon intentionnelle et non intentionnelle, ce type d'intervention-là serait approprié. Merci beaucoup.